J'introduis, donc Oui. nous poursuivons notre discussion. Donc comme Anne-Solène l'a très bien évoqué, je pense que, puisqu'elle n'était pas là ce matin, elle a parfaitement relayé avec la conclusion de notre discussion de la matinée, où évidemment la construction d'un musée ou la pérennisation d'un musée à travers sa collection passe aussi par l'humain. Et je crois qu'elle a très bien résumé. Et je pense que vous allez donc également nous faire part de cette continuité évidemment entre collection et musée. Donc Vincent Guignot, merci d'avoir accepté de venir parmi nous. Donc nous sommes très heureux évidemment de vous recevoir et d'écouter votre parole maintenant, puisque là pour le coup le projet démarre. On est véritablement dans un projet qui va voir le jour, donc vous allez nous en raconter l'histoire, sachant que pourtant, alors là je tiens à le souligner, parce que c'est quasiment de l'autre côté de la cloison, mais le musée de la Marine, originellement, est né ici même, au musée du Louvre, au 2e étage de la cour carrée, donc j'ai tout à fait raison en disant de l'autre côté de la cloison. Donc c'est une histoire qui nous rapproche, de toute façon, et nous sommes donc très heureux, évidemment, de poursuivre la réflexion sur le projet scientifique et culturel du musée de la Marine. Bien, merci de cette introduction et de votre invitation. Excusez mon léger retard. La sécurité ici est aussi forte qu'au ministère de la Défense ou maintenant des Armées à Ballard. Donc je vais vous parler de ce projet de rénovation du musée qui est en cours. Donc, comme je dis souvent à mes étudiants, je suis historien, je ne suis pas prophète. Donc, je ne pourrais pas, la fin de l'histoire, nul ne la connaît. Mais je vais vous raconter les 2 dernières années, en tout cas, puisque je suis arrivé au musée depuis un peu moins de 2 ans. Peut-être avant de me lancer dans l'histoire de la rédaction de ce document que j'ai apporté en quelques exemplaires et que je pourrais faire circuler, qui est le projet scientifique et culturel du musée. Vous dire que je suis un néo-conservateur, non pas au sens politique du terme, mais professionnel. On peut devenir conservateur à un âge avancé. J'étais préalablement chercheur dans une école d'ingénieur, l'école des ponts et chaussées, puisque j'ai fait des études d'ingénieur pour faire plaisir à ma maman, comme tous les petits Français, qui rêvent que les garçons aillent à Polytechnique, les filles aussi d'ailleurs à Polytechnique. Puis après, j'ai commencé à faire de l'histoire, parce que ça devait être plutôt ma vocation initiale, et je crois que je conserve cette pratique-là. Et puis je suis tombé dans le patrimoine au moment du Grenelle de la mer. Alors ça, je ne sais pas si j'en parlerai, mais c'est un moment un peu particulier. Il y avait eu un Grenelle de l'environnement. On n'est pas loin de la période de 2007, Sarkozy, on va en reparler, de notre président, ex-président. Et en 2009, toute une série de personnes ont décidé que la mer n'avait pas été assez présente dans le Grenelle de l'environnement. Et donc il y a eu une suite. Et parmi les nombreux sujets, parce que la mer déchaîne les passions en France, la question du patrimoine maritime, la question de la culture maritime a été assez peu abordée. Le ministère de la Culture n'a pas été très très associé à la réflexion. Il y avait un seul sujet qui avait l'air de passionner les Français, c'était les phares. Alors ça, c'était l'époque où, dans des revues dont je reparlerai, le Chasse-Marée, entre autres, on mettait très régulièrement en cause l'État, son incurie à gérer ses monuments, voilà. Bon, donc l'administration qui était en charge de ces bâtiments, qui est l'administration des affaires maritimes, a demandé si quelqu'un dans la salle avait une idée sur le sujet. Alors il se trouve que quand on est chercheur en histoire, j'avais fait une thèse sur l'administration des phares. On finit par faire des rapports sur l'état, sur le présent, et donc sur le patrimoine. Rapports qui, évidemment, calent les armoires, ont assez peu d'impact. Et là, on m'a demandé si j'avais le désir de venir mettre un peu en pratique mes idées comme chercheur. Et c'est là que, sans le savoir, je suis devenu conservateur. Parce que j'avais pas de feuille de route, j'étais pas conservateur. On m'avait dit qu'il faut sauver un patrimoine. Donc déjà, je me suis posé la question de le définir,
de le qualifier. Et puis de fil en aiguille, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que j'appliquais le code du patrimoine aux archives, aux monuments, aux objets. Alors, c'est là qu'on va s'approcher du musée de la Marine. Alors, je ne faisais pas que du code du patrimoine. J'ai également été le commissaire d'une exposition au musée de la Marine en 2012, parce qu'il fallait aussi en parler un petit peu de ce patrimoine, le mettre en valeur. Et c'est là que j'ai rencontré le musée de la Marine. Alors, je n'avais pas vraiment l'intention d'y rester. Je trouvais qu'une expo temporaire, c'était bien. Voilà. Et puis, alors, l'anecdote, c'est que les commissariats sont souvent internes dans le musée de la Marine. Et c'est précisément parce qu'ils étaient déjà dans leur processus de rénovation depuis un moment qu'on avait dit non, les conservateurs, les vrais conservateurs, ils travaillent sur la rénovation. Et puis, tiens, puisqu'il a l'air d'avoir quelques idées sur une expo sur les phares, c'est lui qui va être le commissaire. Donc, je suis devenu, voilà, rentrer au musée de la Marine par la petite porte. Et puis, alors j'ai après fait un bilan de compétences, c'est très intéressant, passer la quarantaine, où finalement, on s'est rendu compte que les mots histoire, mer, patrimoine avaient un certain écho dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas fait que ça, mais ça revenait quand même un peu régulièrement. Et donc c'est là que je suis rentré dans le corps des conservateurs, d'abord en détachement, puis de plein droit, si j'ose dire, par cette voie qui permet, sur des patrimoines un peu exotiques, comme celui-là, de recruter des conservateurs qui ont un parcours professionnel. Je reviendrai sur Denis-Michel Bouel, qui était le directeur adjoint du musée de la Marine, qui m'a accueilli. C'est un autre cas de parcours un peu atypique. La mer est un peu atypique, les gens qui s'en occupent aussi, ou pas d'ailleurs. C'est un sujet qu'on pourra évoquer. Donc voilà, j'avais fait une croix sur le musée de la Marine, j'arrive à l'INP, et là il y a un amiral, parce que le musée de la Marine est dirigé par un amiral ou un officier général de la Marine. C'est un musée qui dépend de la défense ou des armées, me demande tiens, vous êtes conservateur, j'ai un poste de conservateur, vous n'avez pas l'air très conservateur au sens collection. Il me l'a dit comme ça, donc il y a prescription. Et il m'a dit est-ce que vous voudriez revenir au musée? Je dis voilà, bon. Alors voilà, je n'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai dit oui. Et je suis revenu au musée le jour où l'amiral Finaz le quittait, parce qu'il avait été une carrière très brève, puisqu'il est resté 1 an au musée. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré au musée il y a un peu moins de 2 ans. Et c'est dans ce contexte-là que Denis-Michel Bouel, donc le directeur adjoint qui était encore au musée à cette époque, qui a pris sa retraite lui au début de l'année 2017, m'a engagé dans l'écriture de ce projet scientifique et culturel, qui n'est pas le premier. Le musée de la Marine en avait fait déjà un il y a quelques années, parce que l'idée de rénover ce musée a au moins une vingtaine d'années. Mais il fallait le refaire, c'était le préalable. On trouvait que le précédent était trop ancien, assez peu compatible avec les surfaces qu'on a au musée de la Marine. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont visité le musée de la Marine, que je sache. Ah oui, ouais, d'accord, il faut que je tienne compte des gens qui ne le connaissent pas. Donc c'est un musée qui est dans le palais de Chaillot. Vous voyez le musée de l'Homme, hein. Si vous allez tout droit, c'est le musée de l'Homme. À droite, c'est le musée de la Marine. Donc c'est un musée qui a entre 2500 et 3000 mètres carrés de surface pour son parcours permanent. Et le PSC, lui, était parti sur des surfaces beaucoup plus importantes. Donc il fallait le réécrire. Donc on l'a fait à 3. Alors c'est toujours je ne sais pas si le sujet a été abordé, c'est toujours compliqué. Qui va écrire le PSC? Alors soit on se lance dans des entreprises collégiales, participatives, c'est ce qui avait été un peu fait jusqu'à présent. Et là, il fallait écrire un peu vite, parce que, pour dire les choses, le PSC était un préalable à la signature d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à un opérateur public, qui est l'OPIC, qui fait les travaux dans les musées, pas que, mais c'est eux qui ont été le délégataire. Le musée de l'Homme, pas plus que le musée de la Marine, est en capacité de faire la maîtrise d'ouvrage des travaux au sens architectural. Donc on a un délégataire, et ce délégataire avait mis comme préalable un PSC validé pour signer, lui, sa convention. Donc on était un peu sous pression pour écrire ce PSC.
on est parti de deux choses. Alors si le document circule, alors je vais retrouver la page qui va bien. Voilà. Donc ça, aux pages 22 et 23, vous allez trouver les intentions du projet et un certain nombre de thèmes, 13 thèmes, si on les compte, qui avaient été déterminés par un groupe de travail, lui aussi assez restreint, présidé par un historien qui s'appelle Ala Kabantous, un professeur à l'université Paris 1. Et Ala Kabantous avait, avec quelques autres, publié en 2005 un ouvrage qui s'appelait « Les Français, la terre et la mer », qui est une somme sur... Alors, le titre est important. Hein. Vous avez une histoire de la France urbaine, vous avez une histoire de la France rurale, une grande collection qui était dirigée par, une édition dirigée par Georges Duby. Et l'introduction du livre dit non, nous on ne va pas écrire une histoire de la France maritime. Un choix, c'était de dire la France maritime, on ne sait pas bien ce que c'est, donc on va intituler ça Les Français, la terre et la mer. Donc Ala Kabantous a non pas repris ce livre, mais extrait de ce livre un certain nombre de thématiques que vous trouverez dans le PSC. Routes et escales, peur et violence, patrimoine, mer, sciences, innovation, toute une série de thématiques, en disant que c'est le musée de la marine nationale doit devenir autre chose, donc un musée maritime, un musée de la mer et non plus de la marine. Alors on n'a pas encore changé de nom, on ne changera peut-être pas de nom, là c'est là qu'on... Mais c'était clairement, l'idée était de dire on n'est pas... Enfin, ce sera aussi un peu la conclusion. Est-ce que cette rénovation sera une rénovation au sens presque de l'ADN du musée ou un lifting muséographique? On peut appeler ça rénovation. Vous voyez que l'enjeu n'est pas exactement le même. Et pour quelqu'un comme Ala Kabantous, clairement, le musée de la marine n'était pas le seul à penser, a besoin d'un peu plus qu'un simple lifting muséographique rendu totalement indispensable par le bâtiment de Chaillot. Ça a une conséquence extrêmement forte, c'est que Denis Michel Bouel, dont j'ai commencé à vous parler, qui était le directeur adjoint, nous a dit « Nous ne devons pas tenir compte de l'état des collections telles qu'elles sont aujourd'hui pour écrire ce projet. » Il employait même un mot assez fort, c'est « il ne faut pas être esclave des collections, les collections doivent être nos esclaves ». Il y a un rapport assez fort. Alors Denis Michel Bouel, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière dans l'enseignement, les sciences sociales, et qui très vite, dans les années 80, a été associé à une aventure sur laquelle je reviendrai, la création du musée du bateau à Douarnenez. Donc il est devenu à ce moment-là conservateur, et c'est quelqu'un qui a après il a travaillé aux ATP. C'est quelqu'un qui a une culture plutôt ethno, littorale, décentralisée, et qui a fait le pari de venir, j'allais dire, au cœur de ce qui en est l'exact opposé, c'est-à-dire un musée centralisé à Paris, avec une approche qui est aujourd'hui n'est plus ethno, elle l'a été à une époque, au XIXe siècle, il y avait des collections ethnographiques au musée, qui ont servi de base d'ailleurs au musée d'ethnographie puis au musée de l'Homme. Mais donc c'est cette culture-là qu'il portait. Et donc toute une partie des collections du musée, on va dire, dont je vais vous raconter rapidement la constitution, ne rentrait pas tout à fait dans ce qu'était pour lui une collection, un musée maritime. Donc on est parti dans l'écriture avec une très grande liberté, en tout cas dans l'objectif, et sans faire de psychanalyse de bazar. C'est vrai que les collections, si vous voulez les oublier, il y a rapidement le retour du refoulé, quoi. Elles se rappellent à vous, du point de vue strictement matériel. Il se trouve que dans la foulée, ou
pratiquement dans le même temps que l'écriture de ce PSC, nous avons engagé un déménagement des réserves qui étaient dans le fort de Romainville. On avait passé pratiquement une partie de l'année 2016 à sortir des collections de Romainville pour les mettre dans un nouveau centre tout neuf, sauf le toit qui lui était un ancien hangar de l'aéronautique, qui est près du Bourget, donc pas très loin du musée de l'air et de l'espace. Donc là, la matérialité des collections, vous la sentez bien, quoi. Et quand il faudra sortir ce qui est aujourd'hui à Chaillot, c'est-à-dire le canot de l'empereur, les modèles qui font 5 mètres de haut, voilà, hein, les objets vont se rappeler à nous, quoi. On se demande qui va être l'esclave de l'autre dans ces cas-là. Hein, donc, pour juste décrire ces collections du musée, je vous ai dit qu'elles étaient elles avaient déjà quitté Chaillot. Hein, elles ont quitté Chaillot au début des années 2000, il y a une quinzaine d'années. On a, c'est le chiffre que l'on donne, hein, la collection du musée de la Marine, d'environ 30 000 objets, œuvres de toute taille, de toute nature. On parlait des collections, une des caractéristiques des collections du musée de la Marine, c'est son extrême diversité, puisque nous avons aussi bien des modèles, le fameux modèle historique, de la peinture, des arts graphiques, de la photographie, des instruments scientifiques, des armes, des uniformes, et puis j'y reviendrai aussi, ce qu'on appelle du patrimoine maritime échelle 1, 2 boat people, le canot de l'empereur, qui n'était pas un boat people, un sous-marin de poche allemand, le Penduic 5 d'Éric Tabarly, enfin je vous les donne en vrac. Donc on a voilà, cette diversité des collections. Donc 14 000 objets. Donc alors le 3D était plutôt déjà à Romainville, et à Chaillot, on a tout ce qui est iconographie, art graphique qui va déménager prochainement. Donc vous voyez un peu la taille de la collection. Alors comment ça s'est constitué? Je vais pas essayer de ne pas être trop long sur ce volet-là. Si vous ouvrez la page Wikipédia du musée, qui ne dit pas que des choses fausses, le cœur historique des collections date du milieu du XVIIIe siècle. C'est la fameuse salle, le cœur de ce qui va être la salle de marine, le musée naval du Louvre. Alors, quelles sont ces collections du milieu du XVIIIe siècle? C'est un encyclopédiste qui s'appelle Duhamel du Monceau, qui donne au roi ses modèles, sa collection de modèles, qu'il avait constituée pour former des ingénieurs constructeurs de navires. Le parallèle est très simple à faire avec une autre école que je connais, c'est mieux que le musée de la Marine, qui est l'école des ponts, où vous avez également l'école des ingénieurs qui avaient des modèles de ponts, de toute une série d'ouvrages d'art. C'est le même processus qui consiste à centraliser les savoirs et à se dire que finalement, pour construire une route ou construire un bateau, on ne va pas laisser ça à des hommes de l'art qui se transmettent de manière un peu ancestrale des savoirs. Il faut mettre tout ça en sciences, en mathématiques, en processus. Donc ça, c'est la naissance de ce que mon maître en histoire, Antoine Picon, appelle la naissance de l'ingénieur moderne, c'est-à-dire cette manière d'enseigner en France où les ingénieurs sont avant tout des gens qui ont fait des maths. Ce qui n'est pas du tout évident au milieu du XVIIIe siècle. Il faut savoir que la plupart des bateaux, les bateaux de guerre construits dans les arsenaux du roi depuis la fin du XVIIe siècle, on n'a pas de plan, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Et qu'au fond, ces premiers modèles étaient faits en même temps que les vrais bateaux et en sont quasiment une archive. Donc c'est ça le cœur des collections. Donc c'est important parce que ces modèles ont une vocation pédagogique. C'était pour une école. Alors ça va vite devenir aussi un enjeu et un symbole de pouvoir et d'expression du pouvoir royal. Le mot pouvoir va souvent revenir dans mon exposé. Et donc on va adjoindre à cette collection assez vite, par exemple, la collection des tableaux de Joseph Vernet, dépôt du Louvre au musée de la Marine. Hein, vous connaissez sans doute la série des vues de port de Vernet. On a même vu un film récemment où Gérard Depardieu faisait le tour de France pour refaire ce trajet. Donc 1754-1765, donc on n'est pas très loin de la période de Duhamel du Monceau qui donne ces modèles. C'est important parce que les dates dans l'histoire du musée sont toujours
liées à l'histoire maritime, plus que maritime de la France. Au fond, on constitue le cœur d'une collection d'un musée naval, alors qu'en 1763, le premier système colonial français s'écroule, et la marine avec, d'où l'expression « il naît de bateaux dans les ports de France que les tableaux de M. Vernet ». Donc il y a clairement un lien étroit entre le pouvoir et le musée de la marine depuis son origine. D'où ma question de l'ADN, est-ce que l'ADN du musée ne serait pas quelque part par là? Alors, après un bref passage à l'hôtel de la marine, vous savez qu'il abritait pendant très très longtemps l'état-major de la marine française, donc place de la Concorde, est créé en 1827 au Louvre un musée naval. Là aussi, la date n'est pas innocente. Je vous ai dit que le musée constitue ses premières collections au moment de l'écroulement du premier système colonial français. On reconstitue ce musée naval à la veille de la constitution de ce qu'on appelle le second système colonial français. Clairement, l'idée de mettre des modèles de bateaux, de mettre des tableaux qui rappellent la grandeur maritime de la France, supposée ou réelle, c'est une manière de faire pression pour dire si vous voulez, enfin c'est une évidence, si vous voulez être une puissance, il faut une marine. Point. Donc pour rappeler ça au pouvoir, c'est pour ça que vous pourriez me poser la question, mais quelle drôle d'idée de faire un musée de la marine à Paris. Si vous prenez ça comme un musée maritime, on va dire, au sens lié à la vie des gens au bord de la mer, voilà, on ne comprend pas bien. Si on dit que ce musée est un musée qui conjugue la question du pouvoir avec la question de la mer, là ça prend tout son sens. Et donc en 1827, le musée, musée naval, s'installe et il va y rester jusqu'à son installation au Trocadéro pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a clairement passé plus de temps ici qu'au Trocadéro. Bon. Le musée est un musée qui dépend de l'administration des Beaux-Arts, donc dirigé à certaines époques par des peintres. C'est l'époque où on institue les peintres de marine, de la marine, donc Gudin, Morel-Facio, Crépin et quelques autres que vous connaissez sans doute, qui sont à la fois peintres de marine et qui peuvent à un moment diriger le musée ou être assez proches du musée. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce musée? Comment on enrichit les collections? En célébrant les grandes heures maritimes de la France. Vous avez Isabelle qui peint le combat du Texel de Jean Bart à la fin du XVIIe, qui est un tableau très, très monumental qui est dans le musée. On célèbre les explorateurs. Nous avons dans nos collections le don que fait un aventurier irlandais qui s'appelle Peter Dillon, qui est un des premiers à retrouver les restes de la Pérouse à Vanikoro. On a du La Pérouse. Ces explorateurs vont alors nourrir les collections du musée et rapporter toute une série d'objets, y compris d'objets ethno, qui sont dans les collections du musée à cette époque. Il n'y a pas du musée de l'homme, il n'y a pas de musée ethnographique à ce moment-là, et c'est le musée de la marine qui tient lieu de musée ethno. Pour une raison aussi là évidente, c'est qu'à l'époque, ministère de la marine et des colonies, c'est le même. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, donc vous allez trouver au musée de la marine toute une série de collections à cette époque-là qui racontent le lien intime entre marine et colonie. Les annales qui racontent ça sont les annales maritimes et coloniales. Donc le ministère des colonies en pur, lui, va être créé à la fin du XIXe siècle. C'est là qu'il va se passer un certain nombre de choses, que les collections du musée vont être séparées entre la partie ethno et la partie maritime, et que le musée va devenir un, entre guillemets, pur musée de la marine. Alors avec quelques jolis restes de cette période du 19e, tout bêtement, par exemple, des dépôts qu'on avait un peu oubliés à La Rochelle ou ailleurs. Alors, quand on a fait le transfert, on ne savait plus qu'il y avait un dépôt, donc j'ai un palanquin au musée des Beaux-Arts de Brest qui va être prêté au centre culturel japonais à la rentrée. Là. Donc il nous reste des choses dans ces collections. Et puis ce qu'on appelle la collection de l'Amiral Paris, qui est un ensemble qui est très demandé. Ce sont 400 modèles
que l'amiral Paris, donc un directeur du musée à partir de 1870, fait réaliser en demandant aux marins de lui dessiner tout ce qui flotte sur les mers du monde. Et lui en faisait faire des modèles. Donc ça veut dire qu'à l'époque, le musée produit ses propres collections. On a un atelier, on a toujours un atelier. C'est une des particularités du musée, on a un atelier de restauration. Alors on ne produit plus de modèles, on les restaure, mais à l'époque, le musée produit ses propres collections. Et puis, il nous reste des choses qui sont des trophées, tous les trophées que la France pouvait ramener. On a, par exemple, ce qui est formidable, c'est qu'on en découvre tous les jours dans un musée. Un jour, on me dit, vous avez les clés de Sfax, de la ville de Sfax en Tunisie, dans vos collections. Et alors, on va la faire courte. Il se trouve que le président du conseil d'administration, Olivier Poivre d'Arvor, venait d'être nommé ambassadeur en Tunisie. Et donc, ce sont tous les Tunisiens qui ont rappelé qu'en 1881, les Français avaient commis quelques exactions dans cette ville, et en particulier la marine, qui était quand même très, très engagée dans la colonisation, que ce soit en Tunisie, après en Indochine, en Nouvelle-Calédonie, enfin, voilà. Et donc, les fameuses clés de Sfax étaient dans nos collections. Et donc voilà, on a ce genre d'objets qui témoignent des trophées donc, de l'épopée coloniale française. Alors, séparation de marine et colonie et passage, c'est là que le musée va progressivement se militariser. C'est-à-dire que le musée de la marine devient un musée dépendant du ministère, ministère de la Marine en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et là, il commence à moins bien vivre sa vie au Louvre. Il est de plus en plus souvent fermé. Enfin, on sent que là, il y a une sorte de divorce qui vit entre le Louvre et la mer, qui conduit la marine à chercher très tôt à déménager. Et clairement, c'est le Trocadéro, qui est le palais de Chaillot, qui est reconstruit complété pour l'exposition internationale et technique de 1937, qui est désigné pour accueillir ce musée. Le musée devait y rentrer au début, fin des années 30, évidemment. La guerre va retarder cette ouverture, puisque comme l'ensemble des collections, les collections vont partir, vont être mises à l'abri, et le musée s'installe en 1943 à Chaillot, avec à sa tête un personnage qui va jouer un rôle très important, qui est le commandant Vichot, qui va rester directeur du musée jusqu'au début des années 70. Alors, là aussi, la date, 1943, vous imaginez? Non? 11 novembre 1942, le sabordage de la flotte à Toulon. Donc, voilà. 27 Peut-être novembre? Oui, excusez-moi. Novembre. C'est l'invasion, j'ai un doute là. On coupera au montage. Donc le commandant Vichot se retrouve en charge d'un musée, des collections donc, du musée naval, à un moment où la flotte française donc, est au fond de la rade de Toulon et où les colonies sont passées ou passent progressivement sous contrôle soit gaulliste ou anglo-saxon. Et donc le commandant Vichot, c'est quelqu'un qui très clairement embrasse l'idéologie de la Révolution nationale. Il s'en cache pas du tout, y compris jusque dans les années 60, dans des rapports d'activité. Et il explique très bien quel était son rôle. C'était dans un pays battu, dans un pays dont la marine était en train militaire était en train de disparaître, c'était de maintenir, éveiller cette idée que la France, un jour, a été un grand pays maritime. Alors, le camp étant toujours un peu difficile on revient toujours à la fin du XVIIIe siècle, Louis XV, Louis XVI, voilà. Donc on retombe sur les collections du début de l'histoire. Et donc c'est vraiment faire vivre rappeler cette grandeur maritime de la France et son objectif, et aussi trouver des messages, des liens entre les élites françaises et la mer à un moment où on ne peut plus s'engager dans la marine si on est un jeune Français qui veut embrasser la carrière militaire. Donc ça explique par exemple l'intérêt pour
la plaisance. La plaisance légère, les bateaux, je ne sais pas si vous suivez la Coupe de l'Amérique actuellement, mais on en était très loin à l'époque, mais c'est un moment où cette plaisance légère se développe dans les conditions de la guerre, c'est-à-dire de pénurie. On ne peut plus faire des bateaux avec des lestes très lourds. Voilà. Il faut démocratiser et rendre plus accessible cette plaisance. Et la première exposition qui est organisée en pleine guerre à Chaillot, c'est une exposition sur la voile légère. Parce que chantier de jeunesse, parce que formation, voilà, on ne peut plus entrer dans la marine, mais on peut encore faire du bateau, apprendre les règles, puisque les règles de la régate sont assez proches, reprennent des codes du combat naval, c'est à peu près la même chose dans les procédures de départ. Et donc le commandant Vichot est très très actif dans la réflexion sur la collection doit maintenir un lien entre la France et la mer dans un contexte très compliqué. À la Libération, le commandant Vichot va garder son poste. Ça n'a pas été tout simple, mais disons qu'il a été maintenu. Et il va faire plein de choses. Il va inventer tout un système de classement et d'inventaire, alors qui n'a rien à voir avec le système réglementaire, avec 2010 points. Voilà, non, il va inventer ça, un système alphanumérique qui classe vraiment intellectuellement les collections. Il va les enrichir, alors beaucoup avec des collectionneurs, des gens qui vont donner des collections. C'est aussi l'époque où les musées des arsenaux de la marine, donc Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, sont rattachés, le directeur prend le titre de directeur des musées de la marine. Alors ça c'est très important, parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû commencer par là, le musée est toujours un musée qui n'est pas qu'à Paris. Aujourd'hui, nous avons 4 ports dans lesquels nous sommes présents. Brest, Port-Louis, qui est près de Lorient, Rochefort et Toulon. On a perdu Cherbourg en route, mais voilà, il y a cette... on rapproche ces musées. Alors qu'est-ce qu'étaient ces musées dans les ports? C'était des musées, c'était les collections des arsenaux. Vous savez que on a continué en fait à produire des modèles en même temps qu'on construisait des bateaux, et donc ces bateaux s'étaient enrichis, ces collections s'étaient enrichies dans les musées des ports, et de fait, par exemple, Chaillot s'est beaucoup enrichi en rapatriant un certain nombre de ces modèles, et en rapatriant aussi toute une série d'objets qui posent des questions de patrimoine, quand par exemple la marine se dessaisit d'un bâtiment dans lequel tout à coup on trouve par exemple plein de figures de proue qui avaient été stockées là, parce que quand les bateaux avaient été désarmés, on avait enlevé la figure de proue, on l'avait gardée, ça faisait joli. Et évidemment, quand vous vendez la tour qui va autour, vous avez un problème. Donc on a beaucoup rapatrié dans les collections de Chaillot des objets qui venaient de ces arsenaux. Crise de 1996. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le musée de la Marine comment et pourquoi le musée de la Marine est entré dans un processus qui aboutit aujourd'hui à sa fermeture et sa réouverture à la fin de l'année 2021. 1996, on va revenir toujours au Quai Branly, c'est toujours un pivot dans l'histoire, c'est qu'un rapport est remis par M. Friedman expliquant que pour créer ce grand musée des arts premiers, il fallait vider le Trocadéro. Dehors, tout le monde, donc le musée de la Marine. Alors nous, on n'a pas Jacques Toubon, on a eu Jean-François Degnaud et Éric Tabarly qui ont pétitionné, Éric Tabarly qui est décédé 2 ans plus tard en mer, qui ont dit c'est pas possible de fermer ce musée. Donc, une mobilisation de toute une série de ce que moi je vais appeler en gros l'aristocratie maritime française, civile, militaire, public, privé, qui va dire c'est pas possible. Alors que dans le même temps, une note de bas de page qui a l'air de rien, mais dans notre PSC, une autre frange de la France maritime, elle, écrivait une lettre ouverte à Jacques Chirac et à l'amiral Bellec, directeur du musée de la Marine, demandant la fermeture pure et simple du musée, en disant que ce musée à Paris est un archaïsme français, qu'il fallait répartir les collections sur le littoral, que
un musée de la marine à Paris, on n'est plus au 18e, quoi. Faut grandir, quoi. C'est un peu ça le... Voilà. Et dans le même temps, c'est très important, c'est que toute une série de musées s'étaient créés sur le littoral. Je vous ai parlé du musée du bateau à Douarnenez. Donc il y a un milieu culturel et patrimonial maritime sur le littoral qui pose clairement la question de pourquoi. C'est pas le tout de râler en disant on l'a toujours vu là, on y allait avec nos petits-enfants. Voilà. Donc c'est ça qui déclenche le processus. Plusieurs choses au musée. Qui sont, sur lesquels je vais revenir en les détaillant. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le musée se trouve, ou s'est trouvé à la fin des années 90, qui explique une troisième période, donc une vingtaine d'années entre le moment où on prend conscience qu'il y a, au fond, ce musée peut disparaître. Je reprends la conclusion de tout à l'heure. Effectivement, c'est jamais mauvais de se dire que les institutions aussi peuvent disparaître. Une vingtaine d'années, entre ce moment, cette prise de conscience qui est due à un phénomène extérieur, hein, c'est pas le musée de la Marine, son conseil d'administration qui s'est réveillé un matin en se disant il faut que ça change. C'est vraiment cet événement qui ébranlit qui va déclencher cette réflexion. J'appelais la suite après cette petite histoire un peu longue, je suis désolé, des collections et du musée, quelle est la question qui peut peut-être nous éclairer sur le rapport entre les collections, le musée, la rénovation? C'est que la question que moi je me pose tout le temps, c'est au fond, est-ce que le musée de la Marine, et donc ses collections, ne sont pas une scène ou un théâtre des troubles identitaires maritimes de la France? C'est-à-dire que je vous ai dit que c'est un musée de la Marine, ce n'est pas un musée maritime. Alors ce que j'appelais les troubles identitaires, c'est ce musée se construit clairement sur ses collections, sur la notion de puissance maritime. C'est la France, et c'est une question contemporaine. La question, la France est-elle encore une grande puissance maritime? Alors, aujourd'hui, on compte les kilomètres carrés de zone économique exclusive. Vous savez que la France revendique d'être le deuxième pays maritime au monde parce qu'on a 11 millions de kilomètres carrés. Bon. Au XVIIIe siècle, on faisait des magnifiques tableaux où on comptait les bateaux, les canons, les marins. Et c'est ça qui donnait la puissance. On voit que la notion de puissance maritime s'est complètement déportée, ce qui d'ailleurs pose la question de savoir est-ce que vous êtes vraiment une puissance maritime parce que vous avez plein de kilomètres carrés de côte. Pas forcément, il n'y a pas de lien évident. Donc cette question-là est vraiment une question qui, j'ai essayé de vous le transmettre avec l'histoire du 19e, du 18e, un petit peu du 20e, c'est vraiment cette question. C'est pour ça que le musée est à Paris. Si c'était un musée, pas un musée du port il y a un port autonome à Paris, hein. Il y a le Yacht Club de France, il y a des gens qui font on n'est pas le musée des gens qui font du canotage sur la Seine. On a ça aussi un peu en collection, mais on est clairement lié à cette réflexion et qui explique sans doute que la mer est encore militaire en France, que le musée dépend d'une tutelle de la défense. Ça existe, hein, il y a d'autres pays, la Grèce, l'Italie, le Chili, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays qui ont fait le choix d'avoir des musées nationaux maritimes qui ne dépendent pas de la défense. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Nous sommes, et le texte fondateur qui est encore en vigueur, qui est un décret créé en établissement public dans début des années 70, nous sommes le musée des 5 marines, par exemple. Alors là, si je vous demande de me citer les 5 marines, en général, c'est pas tout à fait ça, mais... voilà. Non, fluvial, non, c'est pas nous. Plaisance, pêche et marine scientifique. En général, c'est celle-là que personne ne trouve. Parce que le musée, je vous ai dit, était un musée... le directeur à Chaillot avait le titre de directeur des musées de la marine de différents endroits, les arsenaux.
Et on a créé au début des années 70, au départ du commandant Vichot, un établissement public, donc, qui est aujourd'hui propriétaire auquel on a confié les collections. Et ce musée, le musée des 5 marines, avec ce rôle tutélaire de la marine militaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette idée que tout Français ou tout marin français, quel que soit son métier, peut être appelé à servir sur les bateaux de la marine. Donc là, on revient à Colbert, à l'ordonnance de marine 1681, à cette vision très très forte de ce rôle très particulier que joue l'État vis-à-vis de la population des marins, qu'on a contrôlé plus tôt, pour lequel on a créé la première sécurité sociale, l'établissement des invalides de la marine. Donc il y a un lien extrêmement fort entre le ministère de la Défense, la marine militaire et ce qu'on appelle les gens de mer. Donc, tous ceux qui ont un livret comme quoi ils sont marins. Parmi les points qui doivent un peu nous faire réfléchir dans l'évolution du musée, c'est peut-être se demander quelles sont les évolutions extérieures au musée dans le monde maritime qui ont à voir avec notre projet. Par exemple, tout ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, décolonisation, réduction extrêmement forte de la flotte française et quasi-disparition des gens de mer. Aujourd'hui, vous avez très peu de marins français, ils sont très peu de bateaux qui battent pavillon français. Donc on a une maritimité française, comme dirait Françoise Perron, une des géographes qui a contribué au projet scientifique, qui a fortement évolué. On a vraiment le marin devient une espèce un peu en voie de disparition. Si on parle du marin au sens, voilà, marine marchande, commerce, pêche. En revanche, ce qui s'est passé, c'est l'explosion d'une France plutôt littorale, plutôt balnéaire. Vous avez 4 millions de plaisanciers en France. 4 millions de plaisanciers. Donc on est très loin des chiffres de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a commencé à entrer en collection la plaisance. Donc ça suppose plein de nouveaux acteurs. Question de nouvelle collection. Est-ce qu'il faut commencer une collection de planches de surf ou de planches à voile au musée? On en a, là aussi, on en a une, mais plutôt une planche qui est liée à un exploit pour traverser l'Atlantique. Ce n'est pas la planche de Monsieur Tout-le-Monde. Donc là, on peut se poser ce genre de questions. C'est le côté Thalassa, quoi, si vous connaissez l'émission de Georges Pernou. Voilà, pour moi, le générique de Thalassa fait partie du patrimoine maritime français. Thalassa, ça a une quarantaine d'années. C'est une période vraiment... Le rapport des Français à la mer a radicalement changé dans les années 70. Et Thalassa en est un des marqueurs, mais pas que. Mais au fond, ce rapport plutôt ludique, balnéaire, ce n'est pas exactement celui auquel on est habitué dans un musée, où je vous dis, on est là pour rappeler que la France est un grand pays, qu'on a une grande marine, et voilà. Cette mutation-là est importante. Elle a conduit à un phénomène que j'ai commencé à esquisser, c'est que jusqu'à une période, jusqu'aux années, on va dire jusqu'aux années 70, il n'est de musée maritime pratiquement que le musée de la marine. Alors oui, il y a un musée des Terre-Neuve à Saint-Malo à la fin des années 30, parce que les derniers bateaux à voile, on sent bien qu'ils vont disparaître, mais globalement, il n'y a pas 5 musées de la marine dans chacun des arsenaux, il y en a eu jusqu'à 15. Le musée de la marine, après-guerre, a commencé à créer toute une série de musées de la marine, un peu génériques, qui racontaient cette fameuse histoire des grands marins, des grandes figures de la marine. Il y en a un, par exemple, qui a été ouvert en 1952 à Bordeaux, fermé en 1981. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet. En ce moment, il y a un musée de la mer et de la marine à Bordeaux, privé, qui est en train de naître, qui ouvrira fin de l'année 2018, qui joue d'ailleurs explicitement sur la mémoire de ce petit musée qui a duré une trentaine d'années. Mais il y en avait dans la tour de Camaret, à Saint-Tropez. Il paraît d'ailleurs que le conservateur, c'était agréable, servait le Ricard à l'heure de l'apéro, enfin c'était, voilà, Saint-Tropez, Nice, enfin je ne vais pas vous faire toute la liste, mais le Croisic. Donc il y a eu jusqu'à 15 petits musées qui racontaient la grandeur maritime de la France. Donc ces musées ont progressivement fermé. Et au début des années 70, le successeur du commandant Vichot, qui s'appelait Luc Maribel, peintre de marine,
Luc Maribel a une idée qui, à l'époque, est assez pionnière, c'est de dire, bon, est-ce qu'un musée de la marine à Paris, sans bateau à l'échelle 1, ça, exception faite du canot de l'Empereur, ça a un sens. Et il y a un grand projet. Alors, le modèle des Français à cette époque-là, c'est Mystic Seaport. C'est l'idée du musée maritime total, qui va de la conservation de bateaux à l'échelle 1 à la conservation des savoir-faire de charpenterie de marine, aux collections au sens plus traditionnel. Et donc, Luc Maribel crée une association qui commence à collecter des bateaux. C'est un peu la fin des bateaux en bois, de la pêche traditionnelle, ces choses-là. Donc, on commence à collecter tout ça et de se dire, ce qui est important, c'est l'échelle 1. Les vrais bateaux. On ne peut pas, voilà, on peut plus être un musée de la mer ou de la marine sans bateau vrai. Le Belém, par exemple, si vous connaissez le Belém, devait faire partie de ce projet-là. Le bateau qui s'appelle la Duchesse Anne, qui est en fait un bateau allemand, dommage de guerre 14-18, et qui est aujourd'hui à Dunkerque, devait faire partie de cette collection. Donc, le musée de la marine va abandonner ce projet, mais d'autres vont le reprendre, pas peut-être de manière aussi ambitieuse, et c'est l'époque où se crée toute une série de musées sur le littoral. Je parlais de Dunkerque, on pourrait parler de Douarnenez, évidemment, qui est un peu le cœur du système, La Rochelle, donc Tatillou, enfin on pourrait toute une série de lieux commence à se dire, voilà, un musée de la marine, maintenant, c'est ça. D'abord, c'est plutôt au bord de la mer, c'est dans un port. Ça a des collections à flot, ce qui pose des problèmes de conservation. On parlait de l'adaptation de la loi musée à tel ou tel. Quand vous avez un bateau qui navigue, comme j'en ai pas beaucoup, mais Benwick 5 d'Éric Tabarly, appliquer la loi musée, est-ce que je dois les autoriser? Est-ce qu'ils peuvent quitter les eaux territoriales françaises, par exemple? Juste des choses comme ça. Bon. Donc on a cette création et qui explique que des gens pétitionnent en 96. Alors là aussi, je parlais de Thalassa, autre grand marqueur, la revue Le Chasse-Marée, qui pour les gens qui s'intéressent au patrimoine maritime, c'est la revue, pétitionne en disant non, il n'y a plus besoin de musée de la marine. Donc tous ces événements qui soit concernent la maritimité française au sens large, soit le patrimoine maritime, poussent le musée à se rénover depuis 1996. Alors il va d'abord rentrer dans la loi musée avec un service des collections qui n'existait pas avant, un service des publics, donc on va se mettre en conformité avec la loi, recruter des conservateurs. Avant il y avait des conservateurs un peu maison, et pas de conservateurs formés à l'INP au musée de la marine. Et puis surtout, je vous ai parlé des collections qui avaient migré vers Romainville. C'est aussi l'époque où on crée un grand espace pour faire des expos temporaires qui vont être pour certaines des très grands succès. Alors c'est en général Tintin, les pirates, des choses un peu qui sont liées au fond à des mythes, un imaginaire maritime qui au fond fonctionne très bien, même loin de la mer. Vous faites une expo sur le capitaine Haddock, il n'y a pas besoin d'être à Saint-Malo ou à Dunkerque pour comprendre une expo sur le capitaine Haddock. Vous faites une expo sur la pêche à la morue, là vous prenez une raclée quand même. Là ça parle moins à Paris. On a quand même, mais une des raisons aussi de la rénovation, c'est le musée était devenu totalement accro à ces grandes expos temporaires, qui fluctuaient à Paris, sachant que Paris ne fait que 50% de la fréquentation. Les autres musées font quand même se défendent très très bien. Donc il y a, voilà, et le parcours permanent, du coup, lui a un peu été délaissé. On le voit très nettement dans les statistiques qui sont dans le document. Bon, ça, c'est pas que le musée de la marine qui est pris dans ce tourbillon de l'événement, mais plus vous avez de ressources au sens financière, intellectuelle, qu'il faut mettre sur la grande expo sur laquelle vous allez jouer votre année économiquement, évidemment, vous avez moins de temps pour penser ces collections permanentes, ce parcours permanent qui, alors, reste un petit peu les 5 marines, reste un petit peu typologique. On va trouver la sculpture, on va trouver le canot de l'empereur, après on va trouver la peinture, les modèles, alors qui est assez peu lisible. C'est vrai que quand vous rentrez, quand des amis ou des collègues viennent vous voir en disant « Est-ce que tu peux nous faire visiter le parcours permanent ?» Il faut presque aller d'un point, enfin, faut inventer en fait le parcours.
fonction du public. Rien n'est très lisible en fait. Hein. Donc voilà ce qui nous a guidés dans l'écriture de ce projet. Donc aujourd'hui, on en est au point où on a ces thèmes qui nous ont été proposés comme étant voilà, l'avenir, en tout cas scientifique du musée. On a quand même ce que je vais appeler le retour du refoulé des collections, c'est-à-dire que, hein, évidemment, si on pourrait décider que rien de ce qui est visible aujourd'hui ne le sera dans le futur parcours. Ça me paraît une vue de l'esprit aujourd'hui, aussi pour des raisons, ne serait-ce que les réserves, par exemple, de Duny pourront accueillir pratiquement tout ce qui est à Chaillot. Mais qu'est-ce qu'on fait venir à la place? Si vous êtes dans une situation où vous avez des thèmes sur lesquels vous avez peu de collections et des collections extrêmement riches sur des thèmes qu'il faut peut-être plus revisiter que mettre un petit peu en disant bah non, c'est plus thématique, c'est plus les thématiques en cours. On regarde ce que font les autres, c'est très intéressant. Donc nos points de comparaison, c'est beaucoup Amsterdam, pour ceux qui connaissent le musée d'Amsterdam. Bon, il faut aller voir Greenwich, mais bon, c'est pas la même échelle, quoi. Du point de vue de la taille de la collection, de la taille des bâtiments, Greenwich est évidemment fait rêver, mais on joue pas clairement. Je dis Chaillot, 3000 m², autour de 3000 m² de parcours permanent, ça doit être au moins 2 fois moins que ce qu'ont les Anglais, quoi. Plus ils ont le Cutty-Sark, enfin ils ont des bateaux échélins, donc on regarde. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, on renouvelle la muséographie en gardant des figures maritimes extrêmement classiques. On n'imagine pas Greenwich sans Nelson. Mais je dois en être à ma 3e version muséo de Nelson. Mais vous allez toujours avoir son uniforme et la balle, le trou dans l'uniforme fait par un soldat français qui a blessé mortellement Nelson. Donc maintenant, c'est une histoire sociale, ça s'appelle Nelson, Navy and the Nation. Donc c'est beaucoup plus une histoire sociale de la Navy, alors que la première version que j'avais vue plus jeune, on vous racontait Trafalgar par le menu, avec des systèmes plus ou moins interactifs et compréhensibles pour vous expliquer ce que c'est que la guerre d'escadre. Aujourd'hui, tout ça a été largement réduit. Mais quand même, ils retravaillent sur Cook, Shackleton. Évidemment, quand les Anglais veulent être cruels, ils vous disent mais c'est qui vous votre Nelson? Oui, bon, d'accord. Mais on a l'apéro pour elle, Jean Bart, on a toujours ces figures-là. Mais c'est vrai que là, on n'est pas parti pour mettre en avant ces grandes figures maritimes françaises. Voilà, donc on a un discours, j'allais dire, voilà, c'est la conclusion, c'est qu'on a un discours d'émancipation dans les documents qui bute sur des contraintes, contraintes un peu matérielles, même voilà. Et puis de public qui nous disent, bah attendez, si vous demandez au public, le public est extrêmement conservateur. Alors, vous changez ce que vous voulez au musée de la Marine, mais vous remettez le canot de l'empereur, la galère, la réale, les figures de proue, les tableaux de Vernet, tous si possible. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous n'avez plus de marge pour renouveler votre musée. Hein, donc on a aussi, donc là, voilà, il faut composer avec un projet scientifique, un conseil qui a donné des orientations extrêmement ambitieuses de renouvellement, et voilà, les contraintes, y compris matérielles, financières, le public, et puis une tutelle. Je pense qu'on est largement plus dans l'auto-censure que dans la... Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a une présence... la présence, on est effectivement dans un système des musées de la Défense, comme le musée de l'Armée, le musée de l'air et de l'espace. On passe en commission scientifique d'acquisition avec nos camarades du musée des troupes de marine et de la Légion étrangère. Donc c'est vrai que assumer l'ambition d'un musée maritime de la France du XXIe siècle, très vaste, très encyclopédique, dans ce cadre qui reste pour l'instant celui de ce décret des années 70 et de la tutelle de la Défense, c'est quelque chose qui a un cadre avec lequel on doit composer aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis très bavard et je vous remercie de votre attention et je peux répondre à quelques questions. Merci beaucoup. Je révise. Alors, vas-y. Je suis Dominique de Fontléau. Oui. Vous disiez que votre modèle c'était Amsterdam.
pour l'avoir visité, Amsterdam, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont visité. Oui. Amsterdam pose pas mal de questions. Bon, alors d'abord, c'est un musée au bord de la mer, là, pour le coup, donc il y a un bateau dans lequel on peut rentrer, mais bon, ça pose pas de problème. Mais ils ont fait un choix qui est très particulier, sur lequel j'aimerais bien vous entendre, parce que ça m'a beaucoup frappé, qui est d'avoir ce qu'ils appellent une partie scientifique et une partie complètement ludique qu'ils ont divisée. Ce qui fait qu'en fait, quand on est à Amsterdam, ils ont fait en sorte qu'il y a une cour dans laquelle on rentre, et il y a 4 points, comme les points cardinaux. Un point qui mène vers un bateau qui est amarré, donc ça, voilà. Un point qui mène vers un musée qui ressemble à un musée, dans ce qu'on attend d'un musée, avec des collections magnifiques, splendides, qui comprennent à la fois des maquettes de bateaux, mais aussi des planisphères, enfin différents éléments, des cartes marines, des portulans, etc. Bon, voilà. Et puis, un point qui mène vers la librairie, toutes les activités, restaurants, bon, etc. Mais ça, c'est... Et puis, un point qui est délibérément quelque chose qu'ils appellent grand public, enfin qu'ils appellent education, enfin en fait qui est plutôt grand public, mais qui pose un certain nombre de questions parce que là il n'y a plus du tout de collection et on est dans l'immersion totale avec le jour où je l'ai visité, alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça, c'était il y a 2 ou 3 ans que je l'ai visité, une simulation d'une tempête qui est d'ailleurs assez bien faite, on a un peu peur, on a un peu mal au cœur, enfin tout ce que vous voulez, on est sur la proue d'un bateau, je sais pas, et ça doit changer, je vous parle de ce que j'avais vu moi. Et alors là du coup ils assument que ça va attirer les enfants et les grands-parents, mais que si vous êtes par exemple un conservateur de musée en l'occurrence moi, vous allez plutôt aller dans l'aile qui va en face, c'est-à-dire d'un vrai musée. Et en fait, cette séparation me semble poser des questions, parce que moi, j'aime pas trop qu'on me divise tout de suite et qu'on me dise, vous êtes conservateur de musée, alors vous allez tout droit là où il y a les maquettes et puis les portulans, et puis vous êtes un enfant de 5 ans, alors vous allez avec mamie dans la tempête. Voilà, j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. C'est pas comme ça qu'ils pensent les choses d'un point de vue de la politique du public en tous les cas. Au départ. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment quelque chose qui était très orienté. Les gens font forcément... Moi, j'ai fait les deux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les deux. Mais quand même, dans l'intention du musée, il y avait une sorte de différence que je trouve préoccupante. Et alors, juste pour que vous puissiez répondre, moi, ça rejoint une question que je voulais poser, justement, qui est... Enfin, vous l'avez esquissé, mais jusqu'où êtes-vous allé pour... de voir ce que le public, avez-vous fait des focus group, avez-vous vraiment été dans une attente, une enquête pour comprendre des besoins, et ça rejoint effectivement le propos de Dominique, parce que ce type de musée, moi je connais Greenwich, je connais aussi Amsterdam, mais oui, mais même au Rijksmuseum, il y a des maquettes de bateaux aussi anciens et des portulans. Oui, donc c'est pas de Stockholm, parce que Vasa pose encore un peu. Oui, alors voilà, ou au Danemark. Aussi, donc le point de vue du public, en effet, pour comprendre, est-ce que on peut voir quelles sont les attentes en dehors d'une parole officielle, etc. Non, je suis équipé. Alors, clairement, là, quand on dit qu'on regarde ce qui se passe chez nos camarades hollandais, c'est plutôt la manière dont ils ont scénographié le siècle d'or, par exemple, qui peut nous intéresser. Et puis ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, des cabinets ou de curiosité, des choses comme ça, dans lesquels on va avoir, par exemple, tout ce qui concerne la peinture ou les instruments de navigation. C'est plutôt dans cette échelle-là, là aussi pour des raisons de mètres carrés. L'espace immersif dont vous parlez, je n'ai pas sa surface en tête, mais c'est assez... Voilà, donc on n'aura pas, nous, Chaillot, c'est pas grand, quoi. Chaillot n'est pas grand. Donc on n'a pas la place pour ce genre d'espace. Voilà. Après, on peut le faire... je sais que les Anglais font des expositions temporaires aussi relativement immersives. J'avais vu à Greenwich un truc qui s'appelait Against Captain's Order, c'était quasiment à la limite de l'escape room, quoi. Mais c'était dans le cadre de leur espace temporaire. Mais voilà, donc nous c'est plutôt dans le dosage entre des galeries qui raconteront des histoires et lesquelles, ça on est dans un processus de convergence par rapport aux thèmes qui ont été proposés, sachant qu'on sait très bien aussi qu'il va falloir faire du renouvellement de ces galeries, quoi, le permanent est... On parle de galeries semi-permanentes, c'est un concept, c'est-à-dire qui durent plus longtemps qu'une expo temporaire, mais qui de toute façon devront se renouveler également. Je disais que les Anglais, même s'ils tournent toujours sur un peu parfois les mêmes thèmes, renouvellent leur galerie. Donc c'était plutôt le dosage entre ces galeries qui racontent des histoires
et des studios ou des choses plus petites qui sont plus orientées vers les collections. C'est ça qu'on a retenu d'Amsterdam. Ce qui permet, et là ça répond à la question, on sait qu'on a... Enfin, alors les publics, pour moi, c'est une énigme totale. Hein. Alors là, enfin, c'est une énigme au sens de la science des publics. C'est une science que je ne comprends pas bien parce que je suis dans une logique de l'offre, enfin, plutôt que dans... Vous aider, ah bah oui. Ah bah non, mais... Alors on a effectivement eu des enquêtes. On a eu des enquêtes, on a fait effectivement des focus group pour les galeries. Hein, je vois bien le processus, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a quand même je comprends une part d'intuition et d'envie de raconter soi. Enfin, je comprends très bien votre remarque sur les publics qui sont, si je veux dire, conservateurs. Je ne sais pas s'il faut employer ce terme ici, mais il y a un processus, alors j'avais un peu une intention de le dire tout à l'heure, mais c'est pas grave, je peux le dire maintenant. Il y a un processus particulier dans la visite du musée. Il y a deux sortes de gens qui visitent les musées. Il y a ceux où c'est une tradition familiale et ceux pour lesquels c'est tout nouveau, en général par l'école. Bon. Moi, il se trouve que je fais partie de la première catégorie, puisque je suis, comme dirait Bourdieu, un héritier. J'ai commencé, je crois que j'ai appris à marcher dans un musée, ou quasiment. Bon, donc j'ai toujours visité des musées. À tous les endroits où je suis allé dans le monde, j'ai visité des musées. J'ai visité des musées toute mon enfance, toute mon adolescence avec mon père qui avait tout lu, tout vu, qui connaissait tout, qui était extraordinaire. Et puis après, j'ai fait visiter des musées à mon fils. Et maintenant, je commence à faire visiter des musées à ma petite fille. Donc vous voyez, j'ai passé ma vie dans les musées, en tout cas une grande partie de ma vie de loisir, pour reprendre le terme qu'on a employé ce matin. Ce qui est tout à fait... Et je comprends très bien le sentiment des gens qui vont dire, moi quand je suis allé visiter le musée de la Marine avec mon fils, je lui ai dit, on va voir ça à l'avance. Si on était arrivé au musée qu'il n'y avait plus rien de ce que j'avais vu, la figure paternelle en prenait un sacré coup. Bon. Inutile de vous le dire. Bon. Alors il se trouve qu'à l'époque, le musée n'avait pas changé entre ma visite avec mon père et la visite avec mon fils, mais bon. Et à la fois, il y a une demande de renouvellement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une critique sur le fait que le musée, il n'a pas beaucoup changé, que ça ne s'est pas amélioré, etc., qu'on ne voit pas bien les choses, etc. Ma petite fille, elle râle tout le temps parce que les tableaux sont trop hauts dans les musées. Bon, il faut dire qu'elle est petite, mais enfin, elle trouve que les tableaux sont trop hauts et donc on ne les voit pas bien. Et je lui dis, ben oui, il faudrait qu'on mette une échelle. Alors je plaisante, mais dans le fond, il y a une critique du fait qu'il y a un certain nombre de choses qui... je ne sais pas si vous avez... Enfin, mais bien sûr, tout le temps, j'imagine. Et puis il y a certains tableaux, dans certains musées en région qui n'ont malheureusement pas été restaurés et où on voit plus rien, enfin, où c'est tout noir, quoi. Bon, je veux dire, bon. Et alors on se dit ah oui, c'est un tableau de Léonard de Vinci, ben, on est bien content, il a peint tout ça en noir, c'est bien. Donc non mais non, ce n'est pas un soulage. Non mais oui, non mais je schématise un peu, mais il y a une double demande de la part des publics, et on le voit très bien quand on fait des enquêtes. Moi je suis pas spécialisé dans l'enquête du public, c'est mon collègue Olivier Thévenin qui parlait ce matin qui est plus spécialisé de ça, mais on voit bien, je les lis bien entendu puisque je l'ai enseigné pendant un certain temps, on voit bien dans les enquêtes du public qu'il y a une double demande, une demande à la fois de familiarité et à la fois une demande de renouvellement, ce qui, je comprends, pour les gens qui sont en charge des musées, n'est pas complètement simple à gérer, c'est une contradiction supplémentaire. Et voilà, simplement. Et donc, les gens, ils disent, bah oui, on veut voir le bateau de Louis XIV ou de Napoléon, j'ai oublié. Bon. Et bah oui, ils ont envie de voir le bateau de Napoléon. La question, c'est que si vous mettez le bateau de Napoléon, vous ne mettez pas autre chose. Et puis, il fait 18 mètres. Oui, il est long. il est beau, d'ailleurs. Il est très beau. Il est très grand. Est-ce que dans les rêves les plus fous des personnes qui écrivent cette histoire, ou peut-être ceux du public, il a été envisagé d'amarrer un bateau sur les rives de la Seine, puisque vous êtes vraiment riverain? Et est-ce que quelqu'un a pensé à ça? Et est-ce que vous avez étudié cette Il y a question. plein de gens qui y pensent. C'est une réalité avec la Boudeuse qui est là depuis la COP21. Le Belém est venu là. À l'exposition de 1937, il y avait un bateau-feu qui était remonté. Bateau-feu qui aujourd'hui maintenant est exposé fait partie des collections de Dunkerque. Donc c'est effectivement une tentation permanente. Maintenant, c'est pas dans le projet du musée. Enfin,
vous ne trouvez pas ça, parce qu'on a déjà, je vous ai parlé du Penvic 5 d'Éric Tabarly, de Mes Boat People. Je commence à réécrire l'histoire de ce musée de l'Atlantique des années 70, là, le fantasme du musée total, parce que j'en ai, quitte à gérer des trucs qui sont dans des hangars à droite à gauche, on m'appelle en me disant il y a la mairie de Fécamp qui veut déplacer les trucs et que je dois payer pour déplacer, le musée on doit payer pour déplacer un truc, on se dit mais qu'est-ce que ça fait dans en plus c'est en collection d'études, donc on se pose encore des questions depuis 40 ans. Donc on a déjà, une collection échelle 1. Ça fait partie des choses qu'on avait identifiées avec Boyle en disant qu'il va falloir qu'on statue, parce que soit on la fait vivre et tout à coup on se rend compte que on a des bateaux, le Penvic 5 par exemple, c'est pas mal comme pour raconter des histoires. Donc on a déjà cette flotte là à entretenir. On a plein de choses à dire sur vraiment les bateaux navigants dans les musées, c'est un vrai problème. Douarnenez, c'est des ERP, quoi. C'est plus des bateaux qui naviguent, hein. Ils n'ont plus de permis de navigation quand ils rentrent à Douarnenez. Donc il y a aussi il y a tout un débat dans ce qu'on fait. Vous avez cité Amsterdam, c'est un vrai faux. Hein. Oui. L'Indian Man d'Amsterdam, c'est pas du tout, c'est une réplique non navigante. La Rochelle, alors ils ont des. Mais alors c'est parce que là ils ont un. Alors oui, ils ont un. Et eux, ils ont un système aussi d'association. Josua, par exemple, c'est pas une propriété du musée. Il y a une nébuleuse d'associations autour du musée qui permet parce que ça coûte très très cher, quoi. À Dunkerque, la Duchesse Anne, c'est la commune, la ville de Dunkerque qui est propriétaire. Et il est classé MH. Donc on dit qu'il fait partie de la collection à flot du musée, mais évidemment il faut avoir un système de gestion très particulier, parce qu'un bateau métallique qui passe en carénage, vous en avez pour 50 000 euros, vous engloutissez beaucoup d'argent. Enfin, pour se ruiner, un bateau, c'est un mode très sûr. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que dans notre projet, nous, il n'y a pas on n'a pas ni les moyens, mais ça fait évidemment. En plus, c'est pas complètement exotique comme idée à Paris. Hein, ça. Mais quels sont les espaces que vous pouvez conquérir, puisque vous avez les espaces 2000, ouais. 2500, les espaces alors c'est 3002. 3002. Vous avez une possibilité d'extension? Non. On va rester à ISO. On va rester à niveau constant. Mais probablement en dédensifiant, parce la question que ce que Denis Michel Boel dit, c'est qu'à un moment, trop de modèles tue le modèle. C'est à un moment, vous n'en pouvez plus, quoi. Dans la première salle, déjà des modèles. Et du coup, vous passez à côté, sans doute des plus intéressants, le protecteur, l'artésien, qui sont quand même des chefs-d'œuvre absolus. Bon, ils ne sont pas forcément bien mis en valeur. Donc, on va avoir une surface qui est à peu près... voilà, sinon, Chaillot n'est pas extensible. J'ai envie de vous poser la même question que j'avais posée à vos collègues quand ils avaient présenté ça en commission scientifique, hein, le projet scientifique en commission scientifique des musées de France, où j'étais. Je disais bien. Comment c'est pourquoi rester à Paris? Ça a été tranché en 96. Oui, non, mais bien sûr, non, mais oui, mais puisque la question se repose, parce que c'est vrai que, oui. Parce que non, mais oui. vous êtes à Chaillot aujourd'hui, ouais. Hein, Chaillot qui est une terre de musée importante, hein, puisque que je connais relativement bien, parce que j'ai commencé ma carrière au musée des Monuments Français, donc avec le musée des Monuments Français de l'autre côté, le musée de l'ethnographie du Trocadéro, vous le rappeliez, qui s'est créé dans les lieux mêmes où vous êtes, le musée de l'Homme qui est toujours là, le projet du musée des ATP de Georges-Henri Rivière qui est né là, enfin bon, voilà, donc des choses qu'on connaît tous bien dans ce même lieu. D'ailleurs, personne ne le sait. Nous, on le sait, mais je crois que personne ne le sait. Ça, pour moi, c'est toujours un grand manque de la colline de Chaillot de ne pas raconter son histoire muséale, qui est pourtant si passionnante. Mais enfin, ça, c'est pas ça que je voulais dire. Mais aujourd'hui, par exemple, le musée de Georges-Henri Rivière qui a donné les ATP est aujourd'hui Mucem. Mucem, c'est une terre maritime, enfin, c'est une ville maritime, hein, ô combien. On pourrait imaginer... Après tout, hein, je fais exprès un peu l'avocat du diable, que le musée de la Marine pourrait partir par exemple à Marseille ou à Brest. Enfin, pourquoi pas, voilà. Donc c'est vrai que parce que non, si je pose la question, c'est parce que le fait qu'il reste à Paris, ça induit forcément quelque chose de très fort dans le rapport à la marine, qui n'est pas du tout la même chose que s'il va dans une des très grandes villes maritimes qui peut être Marseille ou Brest ou une autre. Enfin, c'est pas ça le sujet. Et je pense que
ça oblige un discours qui est aussi un discours en lien avec le musée de l'homme avec lequel il est profondément imbriqué, puisque vous êtes au même endroit, ou même avec Chaillot qui est à côté. Donc voilà, ça c'est une question pour moi qui est importante. Les lieux comptent aussi. Si vous demeurez dans ces lieux, les lieux comptent, me semble-t-il. C'est pas ce que je souhaite moi. Non, mais c'est d'autant plus... la question a été posée il y a 20 ans, très fortement. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, la mentalité aurait... C'est ça qu'il faut voir. Il y a eu une exposition avant la fermeture qui s'appelait le musée Quelles histoires, qui racontait plus ou moins Chaillot. Voilà, il y avait une bonne partie de cette exposition qui portait sur cette période 96-98 où là, il y a vraiment, pas risque, mais... donc le fait que le musée soit justement ait bougé suite à cette réelle menace et qu'il ait démontré, comme je vous disais, je vous parlais de Tintin, la culture maritime, la mer n'appartient pas qu'aux marins. Oui, l'amiral Finaz qui m'a recruté, il venait du Dauphiné, la Pérouse c'est Albi. Voilà, si on prend des événements, je sais pas, le musée par exemple accueillait le PC du Vendée Globe. Vous avez idée du nombre de gens qui, souvent parfois sur leurs heures de travail, font marcher des petits bateaux autour du monde en regardant un écran. Enfin, il y a la place, me semble-t-il. Il y a eu des expos récemment à l'Institut du monde arabe. Il y a la place pour le sujet de la mer, à sa place dans une ville qui en plus s'est rêvée à un moment port, hein, puisque on voulait aménager toute la Seine. La place, simplement, je pense que ça induit quelque chose. Si vous voulez, ça induit quelque chose qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'intervention, est forcément lié à l'enjeu du pouvoir. Ça, là, c'est plus une expression, je veux dire, personnelle que du musée. Je le dis pour que ce soit clair. C'est pour moi, pour comprendre le pourquoi de l'action, j'ai besoin de comprendre. C'est vrai que si on n'a pas cette grille de lecture-là, on ne comprend pas ni l'histoire, ni l'évolution. Et à mon avis, il ne faut pas perdre cette grille-là, parce qu'il n'y a pas de pire idéologie qu'une absence d'idéologie, en tout cas. Enfin, donc ça, c'est un point, oui, ce rapport-là qui est fondamental. Mais il y a eu Paris, je sais pas, l'Ifremer était à Paris, a été délocalisé à Brest. Le service hydrographique de la marine était Octave Gréard, près de la Tour Eiffel, il a aussi été délocalisé. Mais il reste quand même qu'une bonne moitié des gens qui font de la recherche, par exemple. La recherche scientifique sur la mer se fait à Jussieu, pour une bonne partie. Les océanographes, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la mer qui ne passe pas par la proximité, qui passe par la distance. Ça, c'est une réponse un peu intellectuelle, voilà. Mais effectivement, la raison première qui est cette proximité du pouvoir, c'est un des moteurs, ce que j'appelais l'aristocratie maritime. On parlait du décret. Il faut regarder qui au conseil d'administration. Vous avez les représentants d'Armateurs de France qui est à Paris, les représentants des industries de GICAN, le groupe des industries de la construction navale. La gouvernance du musée est très intéressante à regarder, parce que c'est très proche d'institutions, j'allais dire de lobby, voilà, le cluster maritime, toute une série de lieux et de gens de pouvoir dont le siège est à Paris. Donc on fait partie, ce que je disais, on est une scène ou un théâtre. C'est vrai que si à Paris il n'y avait plus le siège des Armateurs de France, du Yacht Club de France, de tous ces trucs qui se revendiquent comme étant parisiens et maritimes, enfin nationaux et maritimes, c'est vrai que notre présence se poserait très différemment. Mais en revanche, il faut, quand on dit que le musée va changer de nom, devenir musée maritime, pour ressembler un peu plus au nom des musées sur le littoral, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de... voilà. J'étais à l'école des ponts, ils voulaient aussi changer le nom souvent, puis finalement les noms un peu vintage, comme ça évite de changer. Regardez le ministère de l'équipement qui est devenu de l'écologie, de la transition écologique, enfin on n'arrête pas de changer. Bon. Il faut regarder si les musées se sont développés. J'ai écrit un article dans le Chasse-Marée sur le musée de Dunkerque, j'ai travaillé un peu sur leur histoire. On voit que c'est des musées qui ont ce que j'appelle une espèce d'écosystème patrimonial associé, avec des gens qui retapent des bateaux. Enfin, Douarnenez étant, alors là on a essayé de l'organiser, même d'en faire une économie, ce qui a plombé d'ailleurs durablement l'économie de la ville. Douarnenez a été sous tutelle à une époque. Là, on a voulu faire de cet écosystème patrimonial et muséal un moteur économique.
Bon, c'était très, très ambitieux. De fait, vous retrouvez, je parlais de La Rochelle, pourquoi on a l'impression que le musée a une collection à flot, c'est parce qu'il y a plein de bateaux classés monuments historiques pas loin, et que le musée a eu l'intelligence de faire un ponton avec une gratuité, ce qui fait que ces bateaux viennent se mettre à quai et qu'ils ont un lien. Enfin, pour moi, c'est un des sujets fondamentaux des musées de la mer, c'est ce lien avec les Chélins qui attire. Je veux dire, le musée de la Marine, à une époque, à Rochefort, ils regardaient les gens qui allaient voir le chantier de l'Hermione, quand même. Hein. Même s'il y avait encore du monde, ils en ont bénéficié, ça crée une activité à Rochefort. De fait, il y a un vrai goût du public. Celui-là, je le connais bien, je n'ai pas besoin d'enquête, pour les Chélins. On parlait le départ du Vendée Globe, c'est 1 million de personnes. Le départ d'une route de la Route du Rhum, c'est pareil. Il y a une vraie fascination. Alors en plus, c'est très français. Il y a aussi des choses qui... on a un goût. Par contre, la Coupe de l'América, il n'y a personne qui regarde. En plus, on s'est fait éjecter les premiers, donc ça intéresse moins. Oui, mais la Suède, c'est un pays qui est en finale des Defenders. On pourrait avoir le même... Bref. Donc, oui, je vais... Mais voilà, l'écosystème associé, c'est très important. Et c'est vrai que Chaillot, ce ne sera jamais, Douarnenez, il n'y aura jamais des gens qui vont travailler à reconstituer du patrimoine, à transmettre les savoir-faire. On n'est pas dans ce contexte-là. Une question, Christiane, après on fait une pause de 5 minutes. Oui, c'est juste une remarque. C'est une remarque par rapport à la citation de Denis Michel Boll, que je connais bien par ailleurs. Le conservateur ne doit pas être l'esclave des objets, les objets sont les esclaves des conservateurs. Alors ça, bon, dans ce cas, il faut écrire un livre, hein, parce que l'objet, il est matériel, il est comme nous, il est tridimensionnel comme nous, c'est vraiment un partenaire. Il ne faut bien sûr pas qu'un objet de collection, maintenant on appelle ça les biens culturels, notamment à l'ICOM, soit un obstacle à la pensée, mais si on le vit comme un esclave, je pense que là, c'est dommage, quoi. Il vaut mieux écrire un livre ou faire un film, mais certainement pas travailler dans un musée. Voilà. Je pense qu'il forçait le trait volontairement. Oui, voilà. En plus, c'est une citation qu'il avait... Je le suppose. En tout cas, ça venait pas de lui. Ce serait vraiment dommage. Peut-être même du Québec, si je me souviens bien. Que les objets soient dématérialisés, tout à fait, mais l'objet esclave, non. Non, mais ce mot ça m'avait frappé parce que c'est vrai que c'était assez... C'est un peu iconoclaste. Oui, mais c'était un peu pour justement encourager à ne pas justement se dire bon alors on va reprendre le canot, l'aréal, les modèles, les trucs, et à partir de là, voilà, Denis Michel-Boel critiquait ça dans les précédents PSC qui du coup n'étaient pas non plus viables tout simplement en termes d'espace. Parce qu'il y avait, on ne peut pas ne pas parler de ça, on ne peut pas ne pas montrer ça, on ne peut pas, et on arrivait à un PSC qui n'était pas, qui ne rentrait pas. Il faut donc son point de vue, c'était qu'on change le logiciel, vraiment. Finalement, le balancier va revenir, évidemment, mais il souhaitait vraiment que... C'est pas pour rien qu'il s'est associé avec quelqu'un, moi je connais... Enfin, avec le chantier et le déménagement, on les connaît très vite, hein, les collections. C'est l'avantage d'avoir les deux en même temps. Ça a un gros inconvénient, c'est que c'est extrêmement chronophage, ces opérations-là, et que du coup, on s'est retrouvé avec un service de conservation qui était plutôt sur des camions entre Romainville et Dunic, en train de phosphorer la suite du PSC. Donc là, on a réenclenché le processus. Donc le fait d'avoir... on n'a pas pris quelqu'un qui avait 15 ans ou 20 ans de musée de la Marine pour écrire avec lui, PSC. Je me demandais pourquoi est-ce que tu nous demandes. L'autre personne était responsable du service des publics, qui était elle aussi arrivée le même jour que moi ou presque. Donc il y avait vraiment... Oui, on était les... Bien. Merci.